Voici Guillaume, ou plutôt Wilhelm, son nom de viking. Moi je suis un commerçant russe du Xe siècle. Et il y a un peu de tout, donc chez la Drusina on est surtout en scandinave, en suédois beaucoup. L'autre sens. On tend les bras. Guillaume, c'est le chef de la Drusina, une troupe de reconstituteurs vikings. Aujourd'hui, ils s'entraînent pour leur première grande prestation publique qui aura lieu dans quelques semaines. Et on descend. Allez, on se rassemble! Au programme, répétition des manœuvres militaires. Les ordres sont donnés en vieux norrois, la langue des vikings. Alors, la ligne ouverte, Camille. C'est ça, 2 lignes ouvertes. Tveileus. Pluriel, hein. Tveileus, exact. Pour la tortue, on a le kleigi. Donc pour les ordres, on se prend pas la tête, on y va à fond. Les ordres sont partis, on le fait au taquet. On fait pas de roman, quoi. La ligne! La ligne! Scalboy! A2! Il y a un gros trou là. C'est vous, si vous êtes tous les deux en deuxième ligne, faut pas que vous mettiez côte à côte. Scalboy! Donc de toute façon, la technique simple face à des mecs comme ça qui chargent, c'est tout le monde avance un pas en avant ensemble. Les mecs vont être stoppés direct. Non mais je vous ferai pas le refaire. Restez bien serrés, bien ensemble, baissez-vous bien, planquez vos couennes, tout. Deuxième ligne. C'est trop lent. Sviat, il faut que tu essayes de foutre ton épée au sol. Voilà, comme ça lui il te protège bien. Kleigi! Ces vikings ont entre 20 et 50 ans. Ils sont informaticiens, commerçants, architectes ou étudiants. Allez, on y va, on y va. Pour Julie, alias Eldrid, la Drusina, c'est la moitié de sa vie. Je vous écoute. Des pâtes paprika, s'il vous plaît. Paprika, gruyère ou parmesan? L'autre moitié, elle la passe avec Frédéric, son compagnon depuis 10 ans. Pourtant d'elle, il ne connaît que Julie et non Eldrid. Je connais la Julie Viking qu'avec son costume, parce que je vais jamais avec la Julie Viking sur les camps de Vikings, parce que c'est sa vie et c'est son petit monde et je lui laisse. Donc je sais pas, parce que je la vois pas quand elle est Eldrid. Mais apparemment, je pense pas qu'il y aurait trop de différence. Enfin si, peut-être. Mais pas trop, j'espère. Une paprika, une carbo. Julie, Eldrid, une double vie qui fait partie de son équilibre. J'ai pas besoin de ça pour tenir la semaine, ça va, je me débrouille bien la semaine. J'ai pas non plus des réunions vikings tous les week-ends, mais ça me fait toujours plaisir d'y aller. Ça me fait reculer quelques siècles. Pas de contraintes, rien. C'est comme, je sais pas comment dire, une porte de sortie sur la vie. Ouais, ça permet de changer d'air, d'univers, de vie en fait. Donc c'est sympa. Hop là! Alors, une carbo, une paprika et bon appétit! Et justement, un week-end viking se prépare. Tout le matériel des vikings est entreposé ici, chez les parents de Guillaume, le chef de la Drusina. Viens, je vais te montrer les affaires des boucliers. Il y a encore beaucoup de choses. Il y a quelques trucs, voilà, il y a pas mal de trucs que Benoît a repris. Ah ouais, quand même. C'est le bouclier pour les ateliers avec les enfants. Il y en a beaucoup? Bah, il y en a 40. 40? On commence à plus pouvoir accéder, non hein? Des fois, ta maman, elle aimerait un petit peu qu'on respire. Dans la cave? Oui. Là. Qu'est-ce qui est à vous dans cette cave? Pratiquement les 2 premiers mètres, c'est encore à nous, à peu près. Et on défend pied à pied chaque centimètre pour essayer de pouvoir quand même stocker un peu de boissons, un peu de bricoles, quoi. Mais bon, la cave à vin, déjà, elle a disparu. Quand il y a des week-ends comme ça, la cave se vide. Et puis le dimanche soir, ça se remplit comme ça, subitement. La reconstitution, une passion envahissante à laquelle les parents de Guillaume ne connaissaient rien. Moi, je m'intéressais
en sport, au sport automobile, des choses comme ça. J'aime bien, j'organise des courses de voitures, des choses comme ça. Petit, j'emmenais Guillaume, mais bon, j'ai pas réussi à lui faire partager de façon définitive. Non, il s'est inventé ça un peu tout seul. C'est parti dans cette passion-là, qui est bien, en plus, qui est intéressante, parce que j'aime bien, c'est vraiment le côté sérieux sur lequel ils abordent la chose. Quand ils fabriquent leur tenue, leurs vêtements, il y a une recherche historique, etc. Il y a vraiment un truc, c'est pas du cinéma, quoi. Ce matin, c'est un jour important pour Guillaume, Julie et les autres. Salut tout le monde. Ça va? Salut. 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 Ça va? Salut, ça va? Ouais, ça va. On est prêt? Bah, faut charger. Ce week-end, ils se produisent pour la première fois en public. Donc, le but de l'opération, c'est de tout caser? Ouais, exactement, tout casé dans le peu de véhicules qu'on a. Et du matériel de toutes sortes, il y en a. Ça c'est fait. Vous avez l'air dubitatif. Oui, c'est ça, oui. Mais je me demande, bon, ça rentre, hein, mais je me demande toujours... les véhicules grandissent pas, mais le matériel, il y en a de plus en plus, alors on... Allez, bonne route. Direction Marle, dans l'Aisne. Ils vont retrouver d'autres reconstituteurs venus de la France entière. Aïe, nous y voilà. Ça va. Bah là, on va monter le camp. On va décharger les voitures. On va essayer de faire avant qu'il fasse nuit, justement. Ça serait bien de le faire en 1 heure. Donc a priori, c'est faisable. On risque de galérer un peu sur certains trucs, mais on va essayer de faire au plus vite. Tout le monde est chaud la braise. Voilà. Le problème, c'est qu'ils montent ce camp pour la première fois. Ouais, c'est ça. Vous branlez quoi, les gars? Attends, je vais les aider. Sport! Faut l'air dressé. Faut bien pousser. C'est bon. Ouais, j'arrive. La nuit les rattrape, l'humidité aussi. Mes chaussures et tout, mes chaussettes, tout. Voilà. On n'a pas de sac de couchage, on n'a pas de petit tapis de sol. Notre tapis de sol, c'est ça. Et on dort comme des rois. On dort vraiment comme des rois? Ah ouais, comme des rois. Du sommeil du bienheureux. Ah, des fois, on a des bêtes hein, dedans. À l'autre bout de la France se rejoue un autre pan de l'histoire. Legio Expedita! Voici la Légion 8 Augusta, une légion romaine. Uno, dos, tres, cuatro! Ici, le maître mot, c'est l'archéologie expérimentale. Par la pratique, ces hommes cherchent à retrouver les gestes exacts des légionnaires. Consistere! Pendant ce temps-là, les fans de la Légion 8 tentent de recréer un parfum à partir des dernières découvertes des archéologues. Allez, on va essayer. Peut-être qu'on va faire fuir tout le monde. En fait, ils ont trouvé des céramiques dans lesquelles les pores des céramiques emprisonnaient les matières qu'on a utilisées. Et donc là, c'est super intéressant. Dans cet ouvrage-là, ils ont listé tous les ingrédients qui ont été retrouvés et puis ensuite les sources des textes dans lesquels on les retrouve. Donc on va tenter un parfum à la rose. Donc là, j'ai des pétales de rose que je vais mélanger sur les champs de Mars à Rome avec le fameux parfumeur Cosmus. Il va y avoir ce genre de senteur qui s'exhalait dans toute la ville. Ça devait être sympa.
on voyage dans le temps. La prise ne nous touche pas. Je pense qu'on est vraiment fou d'histoire. On commence par les livres, les musées, les sites. Et puis il y a un moment où on a envie d'aller plus loin, ça suffit plus. Et on vit l'histoire, on l'expérimente. Et ça fait vraiment quelque chose, quoi. C'est super. Je vais prendre un petit peu de malachite. Et la couleur devrait changer. Ovid parle de couleurs très soutenues au niveau des paupières. Oui, comme pour le reste. Ouais, alors après, est-ce qu'elle se l'appliquait sur toute la paupière ou juste sur un trait? Ça, faudrait retrouver d'autres sources, je pense. Ouais. Alors, je ferme l'œil. Oui, je préfère. C'est assez magique de recréer des gestes du passé comme ça. Parce qu'on essaie de reproduire des gestes qui ont été perdus avec le temps. Et on fait certes des essais, mais il y a une émotion quand même derrière ça. De se dire qu'il y a 2000 ans, elle faisait peut-être ce même geste qu'on est en train de faire maintenant. Tu la travailles, ça fait pas mal de sons. Faut rester modeste, je pense que c'est des choses qui s'approchent. Ouais, c'est pas mal, non? Une évocation, c'est pas mal. Je pense que c'est peut-être un petit peu chargé pour une femme romaine. C'est bon? C'est bon, vas-y. C'est la fin de l'entraînement pour les hommes. Mais Guillaume et Mathieu ont une autre mission. Bon, on va chercher le lin, un peu de laine, ou pas. Puis après, comme ça, on attaque les tuniques. C'est parti. C'est parti. On va là où il y a les magasins de tissus. Là, c'est un peu les filles qui font du shopping, quoi. C'est trouver le bon tissu, la bonne couleur. Beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. On va se trouver un peu de laine, les gars. On va encore passer 3 heures à essayer de se décider. Voilà, ouais. Au bas mot. Le but de l'opération, trouver un tissu archéo-compatible pour confectionner une tunique. Est-ce qu'on cherche du tissu 100% laine? 100% laine? Et sans trop de motifs. Bouilli ou tissé et sans motif particulier. En bas. Ah oui, exact. Voilà. Ah, parfait. Donc là, on est parfait. Là, on est sur du 100% laine. Donc ici, une très jolie laine à tunique blanche. Ouais. C'est le blanc, couleur du citoyen romain. Couleur du citoyen romain, donc parfait pour les légionnaires, tenue d'apparat. Exact. On a finalement assez peu de choix, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que si on prend d'autres fibres, par exemple, on va trouver des fibres ici, par exemple, qui contiennent du polyamide, et ça, on n'a pas le droit. Il n'y en a que 20%, ça se verrait pas trop, mais on a des dans un souci de justesse. On a des petites fioritures de décor sur les tissus, un peu pailletés, etc. Ça, c'est interdit aussi, bien évidemment, dans l'Antiquité. Les tissus polaires aussi, qui sont faits à base de pétrole, c'est impossible pour nous de porter ça. Bon, bah, je vous prends la pièce. Ce qui reste? Ouais, c'est une chute. Chaque pièce de leur équipement est fabriquée à la main. La pièce, tu as donc pris ton état? Possible. Et les tuniques en laine leur seront bientôt très utiles. Tu te jettes sur les épaules. On a plusieurs représentations de stèles qui nous montrent ça, les légionnaires en marche, avec ça sur le dos. Parce que s'il fait un petit coup de frais ou un petit coup de pluie, tout bêtement, on s'enroule dedans. Ça va le faire pour la marche. Bonnes chaussures, bons vêtements, puis il n'y a plus qu'à. Si tu veux la moitié du parcours, on est effectivement entre Aligny et Saulieu. On est à peu près là. Bon, la marche, c'est un projet inédit qu'il prépare depuis des mois. Et atteindre Saulieu. Ça va être 3 je crois qu'il est question d'arriver dans le village en plus. On ne prend pas l'itinéraire de Vercingétorix. Là, c'est vraiment un test grandeur nature. On a tout le matériel du légionnaire en marche, donc les boucliers dans le rousse, la fourca, donc qui est en gros le sac à dos du légionnaire, hein, un bâton en croix où tu mets tout ton pactage sur l'épaule avec tout l'équipement militaire, 35-40 kg de matériel par homme. Là, il y a 120 km à faire, mais bon. Par contre, tu vois ici, c'est 120 km habillés en romain pour essayer de comprendre comment ils utilisaient leur matériel, comment était ficelé leur pactage. On part sur des hypothèses, c'est le matériel, comment il réagit, comment est-ce que le soldat en dessous va réagir au matériel, hein, la morsure du métal sur la peau qui est quelque chose de très important parce que ça peut causer des plaies très graves dans une armée et voir un petit peu sur le long terme comment est-ce qu'on va vivre 10 jours en conditions d'époque. Bon, peut-être qu'à la fin, on se parlera plus, mais en tout cas, on va passer vraiment du bon temps ensemble. Historique, archéologique, scientifique, réflexion, etc. Mais aussi bon, du plaisir à marcher, à discuter ensemble. À la marche, à la 8 et à l'amitié. Et à l'histoire. Et à l'histoire. Donc là, Mathieu s'en va et laisse place à Servius Furius Brutus Bibaculus,
Donc mon nom de légionnaire. Et hop. Et là, on est lancé. Ce matin, ils sont 8 à prendre le départ de cette marche de 120 km. Je pense qu'on va s'en rappeler longtemps, hein, parce que c'est pas banal quand même de faire une étape de 110 km habillé en légionnaire romain. C'est pas donné à tout le monde. Pendant 7 jours, ils vont vivre ensemble, comme les légionnaires de l'époque. Normalement, ça touche pas la peau. T'es un champion. Pour la première année, on va surtout chercher les problèmes. La solidité du matériel, c'est le poids du pactage. Est-ce qu'on a pris ce qu'il fallait? Est-ce qu'on n'en a pas pris trop? Est-ce qu'on en a pris trop peu peut-être? Le portage des boucliers, comment est-ce qu'ils portaient leurs boucliers? Cette marche expérimentale intéresse la communauté scientifique, comme Gérard Coulon, spécialiste du monde romain. Pour l'alimenter. C'est la première fois en France qu'on essaie de confronter les textes à la réalité quotidienne de ces légionnaires. Voir les problèmes concrets qui vont se poser, voir comment eux vont les résoudre sur le terrain et comment, en se retournant de nouveau vers les auteurs, tout cela colle et si on peut vraiment émettre des hypothèses qui sont fiables, tout simplement. Alors nous, on est ici, au parking, là. Vous allez remonter la route. Là, ici, en jaune, c'est la route qui est là. Ouais. Là, ici, c'est le petit chemin. Et là, vous avez le marqué chemin Bibracte-Alésien. L'étape du jour fait 20 km avec 30 kg sur le dos. Bon, bah, c'est parti. On s'espace les uns des autres, parce que je sais pas si vous avez vu, mais avec les fourcas, s'il y en a un qui se pète la tronche, que celui de derrière, il se prenne pas le pilon dans la tête. D'accord? Donc on s'espace 1,50 m, 2 mètres, voire 3 mètres. Bon, c'est bon? C'est parti pour la Allez. Allez la gare. La plupart de mes camarades ont des clous coniques, les miens sont plats. Donc dès que ça monte et que c'est mouillé, j'ai peur. Je me bats pour tenir mon pactage sur mon épaule. Donc premier gros souci, je pense. Je suis obligé de le ramener en avant toutes les 20 secondes. Et con, ça fait 1 kilomètre qu'on est parti. Thibaut? Ouais. On fait quoi là? On fait un break ou on continue, on fait plus tard? Bon, faut que je redresse tout ça. Hein. Ouais. Et hop, c'est parti. Heureusement, les paysages du Morvan redonnent du courage aux marcheurs. Du train danser, voltiger. Les vies roulent de 18 à 60 ans. De 18 à 60 ans. Très surprenant. Ah oui, bah alors là, on se promène en pleine campagne. On vient de voir deux chevreuils tout de suite. Maintenant, on tombe sur vous, c'est extraordinaire. On rêve, on plane là tout de suite. Allez, bon courage. Le parcours devient plus abrupt. Et les néo-légionnaires se rendent compte qu'ils n'ont peut-être pas pris les bonnes options avec leur pactage. Putain. Halte! Tout repose sur une épaule. Avec le poids, que j'arrive pas à remplir mes poumons d'air et je suis en hyperventilation. Donc ça me compresse la cage thoracique. L'expérimentation, là, on sait déjà ce qui va et ce qui va pas, quoi. D'ailleurs, c'est l'essentiel du jeu, c'est de C'est voir ce l'essentiel qui du n'allait jeu, pas. ouais. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste est plausible. Il faudrait que certains prennent le scoutum de Jésus. Dire que j'ai posé des congés pour faire ça. Faut être un peu con, quoi. C'est fou. On est au taquet.
À 5 km de la fin, les hommes sont exténués. C'est pas comme ça que ça se faisait à l'époque. Je galère à mort, j'en peux plus, j'ai plus de force dans les bras. C'est dur. Très. Une partie du groupe décide d'arrêter. Voilà. C'est parce qu'on arrête la plaisanterie, contrairement à l'effort surhumain, c'est pas la peine. On est en train de se tuer, l'étape est trop longue. Bon. La Légion 8 se scinde donc en deux. Pour Mathieu, l'étape du jour s'arrête ici. Une petite déception de devoir faire appel au camion, mais c'est plus de l'orgueil parce que c'est de l'expérimentation, c'est de l'archéologie vivante, l'histoire vivante aussi. On a pris les pactages, on a dit ça ressemble à ça, ok. On se les fout sur le dos et on y va. Le fait est que non. Pour eux, c'est la fin du calvaire. Bon allez, à tout de suite. Pour l'autre groupe de marcheurs, la galère continue. Guillaume s'est blessé. On a glissé sur une plaque, de terre, tout bêtement. Terre humide, et donc la cheville a tapé sur le bouclier. C'est avec humilité qu'on se rend compte qu'on n'est vraiment pas au point sur le matériel. Le matériel est trop lourd, mal porté, pas adapté. Donc les sangles de bouclier à revoir, les pactages à revoir, les portages à revoir, voilà. Mais c'est bien, c'est ça qui fait progresser, c'était le but. Hein. Non, je vais y aller, c'est bon. Pour lui aussi, l'étape du jour s'arrête là. Tu t'es vengé. Retour balai. C'est gentil. Hein, merci beaucoup. Je vais la donner. Ce soir, ils ne sont plus que 4 à finir l'étape. Mais tous espèrent reprendre la route demain. Il leur reste 6 jours de marche. Voici Cyril. Ce chef d'entreprise est lui aussi un passionné d'histoire. Il est né ici, à Crouy, une terre marquée par la Grande Guerre. Tu te balades dans les bois, il y a des obus qui traînent, etc., etc. Donc tu es obligé de savoir qu'il s'est passé quelque chose. C'est inscrit dans le paysage, c'est marqué à vie là. On est situé sur le plateau de la route de Lens, au-dessus des Champignonnières. Et on a une vue sur le champ de bataille de la côte 132, là, qui est juste devant moi. Il y a des milliers de soldats qui sont tombés ici. Pour la bataille de janvier 15, on est à 12 000 morts côté français et allemand. 6 000 Français et 6 000 Allemands, grosso modo. En une semaine. En une semaine. Janvier 1915. C'est la fin de la guerre de mouvement. Les armées allemandes et françaises commencent à s'enterrer. Et sur le plateau de la côte 132, sur les hauteurs du village de Crouy, les troupes allemandes finissent par percer les lignes françaises, à l'issue d'une semaine sanglante. Tiens, regarde. C'est quoi ça? C'est une balle allemande, c'est une balle Mauser. Là, dans le champ, posée. Il y en a partout? Il y en a partout. Il y en a partout. Un siècle après la guerre, des centaines de corps de soldats disparus sont enfouis ici. Cyril cherche à retrouver leurs traces pour que personne ne les oublie. C'est le but du devoir de mémoire, c'est de pouvoir passer le flambeau, dire aux gens, ben vous voyez ici, il y a eu 12 000 morts. C'est énorme. Ces gens-là, ils se sont battus pour votre liberté. Il ne faut pas les oublier. Vous êtes un passeur. Voilà, un passeur, oui. Voilà, pour pas oublier, tout simplement. Allons-y. Et ces enquêtes commencent souvent par un simple objet trouvé au milieu d'un champ. Ça, c'est les objets qui nous ont été donnés, qui ont été ramassés.
des ustensiles, des pelles, des pioches, etc. etc. Ça, c'est une gourde française en aluminium. Le pauvre soldat, le pauvre piou-piou qui l'avait sur le dos, là, à mon avis, il n'en reste pas beaucoup. Hein. Il a dû être déchiqueté, déchiqueté en morceaux. Hein. Quand on voit l'état de la gourde... Derrière chaque objet se cache le destin d'un homme, comme pour cette pipe trouvée dans une carrière de laine. J'ai ramassé la pipe et en rentrant à la maison, j'ai regardé la pipe, j'ai nettoyé, et on voit dessus les inscriptions Verdun, 1916, Perthes, La Somme, Notre-Dame de Lorette. Ce soldat a fait Verdun, a fait Perthes, a fait La Somme, a fait Notre-Dame de Lorette, et il est venu perdre sa pipe dans l'Aisne. Il faut entretenir la mémoire, cette histoire, ce qui s'est passé, pourquoi on en est là maintenant, pourquoi il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, expliquer tout ça aux jeunes générations pour pas qu'on puisse reproduire le même schéma, je vais dire, dans 50 ans ou 100 ans. La plupart du temps, Cyril et son association débutent leurs enquêtes avec les lettres des soldats disparus que leur confient les familles. Alors là, on est en train de travailler sur une nouvelle affaire, sur un courrier de la famille Mont, concernant la disparition du grand-père, qui aurait apparemment disparu sur le secteur. Alors comment vous allez faire? Comment on va faire? Bon, de toute façon, c'est pas compliqué. Déjà, il faut déjà se plonger dans les lettres. Hein. Donc, par exemple, si on prend sa première lettre que l'on a reçue, là, qui date du 1er janvier 1915, ils sont dans le secteur de Crouy, voilà, ici, Crouy. Il n'y a plus de maison debout, ce sont des toitures percées. Donc, on est vraiment là sur le secteur, il n'y a pas de souci. Ce qu'on espère découvrir, bon, je pense pas qu'on découvre un jour le sergent, mais trouver au moins l'endroit où il a disparu. Après, si jamais il arrive des travaux par là, etc., on sera capable de dire attention, là-bas il y a des disparus, il y a des gens qui recherchent leur ancêtre, donc faites attention à ce que vous faites. Ces lettres, c'est Jean, le petit-fils du soldat disparu, qui les a envoyées à Cyril. À la mort de sa dernière tante, Jean a hérité de cette boîte à chaussures contenant toute la correspondance de guerre de son grand-père. Il y avait ce carton qui était rangé dans un placard et j'en connaissais l'existence, mais jamais j'avais eu l'occasion de savoir ce qu'il y avait dedans. Je me suis retrouvé, après la lecture, bouleversé, certes, mais plein d'espoir malgré tout, en disant « ça y est, tu vas pouvoir en savoir plus ». Ah ben la voilà, fais voir. Voilà celle du 10 janvier, voilà, qui est donc la dernière. Je suis de service dans les tranchées aujourd'hui et je t'écris du même poste que pour le 1er janvier dernier, c'est-à-dire depuis la cabine téléphonique. D'abord, je suis en parfaite santé et j'aime à croire que vous en êtes... Voici le portrait de son grand-père. Il s'appelait Joanny Mont. À sa disparition, il laisse une femme et 3 enfants. Ils vivent alors ici, à Pouilly, dans la Loire, où ils tiennent ce café. Moi, quand je suis tombé sur ces lettres, je me suis mis dans la peau de ma grand-mère en imaginant qu'elle avait pu vivre ces moments-là avec autant d'intensité. C'est de là que j'ai dit, je veux en savoir plus. Je voudrais bien retourner sur les lieux du drame. Pour retrouver le grand-père de Jean, Cyril a fait appel aux autres membres de son association. L'enquête avance car ils ont découvert de nouveaux documents. Quand on commence à taper dans les rapports d'officiers, on a un peu plus d'informations avec des directions, des lieux-dits, etc., etc. Donc, chaque document apporte un petit plus. Donc tu avances tout doucement, tu avances tout doucement. Et on arrive à savoir à peu près dans quel endroit le sergent Mont a disparu. On s'y approche. Par là, go. Mais pour en être sûr, Cyril et ses compères vont réaliser une reconstitution dans quelques jours. En attendant, toute l'équipe se retrouve chez Cyril. Et pour l'occasion, son père les a rejoints. SAP, c'est ça. Tu vois, c'est ça. C'est tout ce qui est troupes d'Afrique, plus les troupes qui vont combattre sur le front d'Orient, à Salonique, en Grèce, etc. Voilà, en Turquie. Ils vont avoir des tenues comme ça. Déjà tout petit, il avait, allez, je dirais 7-8 ans. Il allait traîner un peu partout pour essayer de trouver des douilles vides, des saloperies, des bouts de grenades explosées.
Ils l'ont ramené, mais dans la cave, on avait de la ferraille. Au moins 50 kilos de ferraille. À un moment, j'ai piqué le coup de sang, j'ai tout foutu à la poubelle. Puis ces rédactions au collège, c'était toujours un petit peu là-dessus, sur l'histoire de la région, sur les bagarres, sur les guerres, sur les batailles. Ah, moi, je le préfère en bleu. Il est beau en bleu. C'est pas la même. Ce matin, Cyril va faire revivre le soldat Mont. Gauche. Allez, halte. 12 janvier 1915, l'attaque sera prise au lever du jour pour reprendre la partie de la tranchée perdue hier soir. 2 nouvelles équipes de sapeurs seront constituées avec les 5e et 6e escouades sous la direction des sergents Pélissier et Mont. La reconstitution va permettre de comprendre où il a pu disparaître. Donc là, vous allez faire très attention. Parce que sorti du petit muret, là, vous êtes face aux premières lignes. Grâce à son enquête, Cyril sait maintenant qu'au matin du 12 janvier 1915, le sergent Mont a emprunté ce chemin pour monter en première ligne. Depuis l'aube, l'artillerie française se déchaîne. À la suite de ces tirs d'artillerie, les troupes françaises, le sergent Mont, sergent Pélissier, tout ça, vont sortir de la tranchée et attaquer les tranchées qui sont en face. Quelle heure il est ? Il est 8h30 du matin. 8h30 du matin, la section du sergent donne l'assaut. Mais rapidement, ils sont pris sous le feu ennemi et doivent battre en retraite. Donc là, ils fuient l'offensive. Donc ils descendent vite par le chemin. Et devinez où on arrive. Il y en a qui a lâché. T'as vu où on arrive ? 100 ans plus tard, Cyril a localisé la zone exacte de la disparition du soldat Mont. Plus personne ne l'a jamais revu. Donc on ne sait pas. Il est peut-être encore dans le bois. Il est peut-être dans un talus, dans un abri, ou peut-être enseveli par un obus. Il faudrait maintenant fouiller la terre, un travail impossible un siècle après le drame. Mais l'enquête a permis de lever le voile sur les derniers instants d'un homme et de raviver sa mémoire. Cyril a donné rendez-vous au bout du chemin à Jean, venu avec une photo de son grand-père. Voilà Jean. Bonjour Cyril. Bonjour Jean, ça va Jean? Ça va. Bien. Donc on est à l'endroit supposé être la disparition de ton grand-père? Je suis vraiment ému d'avoir à être confronté à ce lieu aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup d'émotions sur ce grand-père que j'ai jamais connu, mais ma grand-mère qui m'a en partie élevé a toujours eu ce culte du grand-père. Elle a été veuve à 38 ans. Grâce au travail de Cyril, le sergent Mont aura bientôt une sépulture. Cette forêt est son tombeau. Dans quelques semaines, une plaque sera posée ici en sa mémoire. Retour au temps des Vikings. On a changé d'époque. C'est parti. Chacun entre dans la peau de son double viking. Attends Lénie, s'il te plaît, je finis de mettre mes broches et j'arrive. Ça y est, la semaine elle est finie, maintenant c'est le week-end, je ne suis plus moi, je ne suis plus au magasin, je suis dehors, tranquille, et je suis une nouvelle personne, quoi. Je suis plus Julie, je suis Eldrid maintenant. Donc mon mari est mort, mais l'essentiel avec mon fils, histoire tragique, il s'est noyé. Et puis en fait, moi, ici, je m'occupe un peu des plantes, des onguents, je soigne les gens. Malgré la pluie, le public arrive sur le camp. Chacun prend son rôle très au sérieux. Quand on se fait piquer par un insecte, on prend un bout du poireau, on le coupe, on le met sur la piqûre d'insecte et ça calme en fait la douleur et ça fait dégonfler la piqûre. L'alarme est donnée. Les combats vont bientôt commencer. Fini l'entraînement, la Drusina passe aux choses sérieuses.
C'est un grand honneur d'avoir la bannière entre ses mains lors de la bataille. C'est ce qui doit tomber dans le dernier avant le chef, en gros. Allez, Druzina! Au fram! Ils vont affronter un autre groupe de reconstituteurs, des Francs retranchés dans un village. Du côté de la Druzina, il y a un blessé et un mort. Willem! Et le drapeau? Il est pété, quand je l'ai planté, c'est cassé. Je pense qu'il va falloir exécuter le porte-bannière. C'est vrai qu'il est déjà mort. Ouais. T'as eu de la chance! Ouais, et pourquoi je suis mort? Parce que personne n'est venu me protéger. Et ouais, gars! Non, mais ça comptait pas, c'est un gamin qui t'a lancé une flèche à la main. Quoi. À la main? Ah oui! Pour l'instant, la troupe se produit gratuitement. Mais cette prestation réussie conforte Guillaume dans ses projets. J'aimerais bien que cet assaut, cette nouvelle aventure, essayer vraiment d'atteindre un niveau de reconstitution supérieur pour vraiment être sérieux et avoir vraiment des fêtes intéressantes, des contrats intéressants, en faire un métier à part entière. T'imagines faire ça longtemps? Oh bah si je peux, à vie, à vie. Devenir reconstituteur professionnel, un rêve qui va peut-être se réaliser. Rendez-vous dans quelques semaines. Nous retrouvons nos légionnaires. Au réveil, les corps font mal. Aujourd'hui, la cheville de Guillaume va mieux, mais celle de Mathieu le fait souffrir. Une légère tendinite avec le poids de l'armure et les chaussures, plus le terrain un peu difficile. Les marcheurs ont pourtant tiré les leçons du calvaire du premier jour. On est vraiment retombé sur du très basique, nourriture, eau, un ou deux ustensiles et pas plus. Hein. Et je pense qu'on n'est pas loin de ce que ça devait être parce qu'au-delà, c'est vraiment impossible à porter en termes de poids. Au début, on avait une à deux tuniques de rechange, des chaussettes de rechange, voire certains avaient même une paire de chaussures en rab au cas où. On avait nos manteaux. Alors maintenant, les manteaux, ce qu'on fait, on les porte directement sur les épaules. Ça permet de mieux répartir le poids. Ou alors, on les enroule sur les épaules pour aider à porter. Bon allez, il est l'heure, c'est parti. Allez, on y croit là. Toujours un peu dur le matin, mais là, bon, on est reparti de toute façon. Comme on est, on est copains, on meurt tous ensemble. Disparaît au champ de l'heure pour sauver les trois couleurs. Morales, Morales, toi qui as pris le pari de partir en confetti. On arrive vraiment à trouver, je pense, la cohésion que pouvait avoir un contubernum de légionnaires, parce que c'était 8 hommes qui vivaient ensemble tout le temps. Jusqu'à leur mort ou leur fin de service. Ces 8 hommes vivaient tout le temps ensemble. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on touche aussi du doigt, je pense, un certain réalisme dans les habitudes de vie des légionnaires et dans leur psychologie. Ça, c'est la chose que je vais raconter avec joie à mes petits-enfants, mes enfants, et même mes copains. Quand nous, on y repensera dans 5, 10 ans, même 6 mois en arrière, ça sera génial. Et là, on vit encore un truc tous ensemble. Je veux dire, c'est des souvenirs impérissables, ça. C'est une aventure d'âme. Exactement, c'est ça. Allez hop. 3 jours plus tard, c'est tous ensemble qu'ils arriveront à Alésia. Leur courage, leur passion, va permettre aux historiens et aux scientifiques de mieux comprendre la vie de ces soldats d'un empire disparu il y a 2000 ans.
La passion pour la reconstitution dépasse parfois les frontières de l'historique, du scientifique, voire du réel. Tony Allen a 56 ans. Ça c'est Bob. Allez, j'y retourne. Il vient ici 4 fois par semaine depuis 10 ans, depuis que sa vie a basculé. Jusqu'en 1996, j'étais un DJ professionnel. Puis ma femme m'a quitté et j'ai passé les 2 années suivantes sous antidépresseurs à essayer de m'en sortir. Les gens disaient que c'était comme une thérapie. Mais ce qui l'a vraiment sorti de sa dépression se trouve ici, dans ce lotissement. Tout semble normal, à un détail près. Voici mon appartement, à côté du boîtier de climatisation. Vous voyez, les fenêtres sont occultées. Ça, c'est la sonnerie. On appuie ici et ça dit « Bienvenue dans le 24e siècle ». Tous les visiteurs doivent sonner, sinon ils ne peuvent pas entrer. C'est la tradition. Bienvenue dans un appartement du 24e siècle. Tony a reconstitué chez lui le Starship Enterprise, le célèbre vaisseau spatial de la série Star Trek. En parfait reconstituteur, il a fait attention à chaque détail. Comme le système de commande vocale emblématique de Star Trek. Ça marche grâce à ce système. Il faut dire « Ordinateur, éteins la lumière ». Ordinateur, lumière à 100%. Mais la plus grande fierté de Tony, la voici. C'est le télétransporteur. Il a mis 2 ans pour le fabriquer. Et hop, c'est aussi simple que ça. Par souci du détail, Tony a décrypté chaque épisode de la série, depuis les tout premiers dans les années 60. Pour le design du télétransporteur, il y a un épisode de Star Trek qui s'appelle le jeu. Je l'ai utilisé comme référence pour avoir l'échelle du télétransporteur et savoir à quoi exactement il ressemblait. C'est assez simple à fabriquer. C'est comme n'importe quel décor de science-fiction. Tous ces appareils ne servent à rien, mais il faut faire comme si ça marchait. C'est ça le truc, et c'est ça qui me plaît. Le résultat, c'est le Home Sweet Home de Tony. Tout est bien camouflé. Derrière les panneaux, tout le confort d'aujourd'hui. Prenez quelqu'un qui a redécoré toute sa chambre sur le thème du football, avec des posters de foot partout. Pour moi, c'est tout aussi bizarre. Ce que j'ai fait n'est pas très différent de n'importe quel autre fan. Pour moi, c'est un lieu de vie comme un autre. Un lieu de vie comme les autres, ou presque.
On voit très rarement les chambres dans Star Trek. Donc je dors par terre. Et puis comme ça, on ne voit pas mon lit, car je le plie et je le range la journée, sauf le week-end. Beaucoup de lumière à éteindre. Aujourd'hui, Tony arrondit ses fins de mois en louant son appartement pour des séances photos ou des tournages. Il passe donc tout son temps à maintenir le Starship Enterprise en parfait état. J'ai des problèmes ici avec la peinture. Avec les années, elle s'est abîmée, car je l'ai mélangée avec de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez, mais juste au-dessus de vous, il y a des marques blanches sur la peinture. Il faut arranger ça. Tony est très méticuleux. Chaque matériau doit être Star Trek compatible. All right, mate. I need to mix some paint for you, yes? Yeah, you do these in all the ranges, do you? We do, yes. So I'm looking for a matte finish. Right, okay. But that's washable. Yes, I've got an endurance mat, so it's wipeable. All right then. Même au XXIe siècle, Tony trouve toujours ce qu'il lui faut. Dans son quartier, tout le monde connaît ce voisin hors norme. It's notorious, is the word. Yeah. Oh, everybody knows him, yeah. If you say you're next to the Star Trek flat, everybody knows, yeah. So what do you think about it? I couldn't do it. I couldn't live like it. Because you can't see out the window, can you? Oh. No. I could probably have a room in a big house separately, like a den, but not I could live like it. No. There's not many people can actually. Pour convertir cet appartement de 46 mètres carrés en vaisseau Star Trek, il aura fallu 10 ans de travail acharné, 7 jours sur 7. L'œuvre d'une vie. Un témoignage exceptionnel de ce que nous pensions être le futur, il y a 50 ans de cela. Vous savez qui on est? Oui. Des Vikings? Ouais. C'est quoi un Viking? Tu sais pas? Pas exactement. Pas exactement? Vous avez envie de savoir ce que c'est? Oui. Bien. C'est un grand jour pour Guillaume et sa troupe. Ils ont vendu leur première prestation scolaire et vont être rémunérés. Vous voyez le mur qui est là? Oui. Vous avez un quart de seconde pour vous mettre en 2 lignes devant. Allez, on se dépêche! En 2 lignes, ça veut dire un devant, un derrière. Vous allez apprendre les manœuvres et les techniques du guerre utilisées par les guerriers professionnels. Montre-moi ton cri de guerre. Wow, c'est un cri de guerre, ça. Et toi? Ah! Ça, c'est un cri de guerre. Montre-moi ton cri de guerre. Azarma! Repos! C'est bien, reformez bien vos rangs. Demi-tour tout le monde! Au grand étonnement de la maîtresse, le Viking fait autorité. Juste demi-tour. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre, ceux de derrière, là. Cliggy! Allez, tortue, on se dépêche. Protégez bien vos camarades, hein. Et baisse ta tête, sinon je la coupe. Allez, on y va, c'est parti. Repos!
pendant 1h45, c'était impressionnant. D'habitude, ils tiennent pas autant. C'est très bien. C'est super, ouais. Bah, c'est bien, si ça vous a plu, c'est le principal. On a gagné 170 €, je pense. Donc là, par rapport au coût que vous avez engagé... Pour l'instant, on n'est pas encore dedans, là. Enfin, on est toujours dedans, justement. Non, pour l'instant, il va falloir deux prestats scolaires pour être remboursé d'investissement. Et puis après, typiquement, l'atelier devient un guerrier viking. Là, on le sort avant tout en scolaire, mais on risque de le sortir après sur fête. Parce que ça aussi, sur fête, ça risque de bien marcher. Après, de toute façon, ça va être le bouche à oreille. Hein. Si ça se passe bien à un endroit, ça va bien se passer à un autre, et puis ainsi de suite. Il faudra donc encore quelques prestations pour que le rêve de Guillaume se réalise et que la Drusina devienne vraiment professionnelle. Grâce aux reconstituteurs, qu'ils soient vikings, romains, poilus ou futuristes, l'histoire se transmet, l'histoire est vivante. Retour dans le présent la semaine prochaine avec un gros plan sur le marché de l'huile d'olive. Nous en sommes de gros consommateurs, mais la France a du mal à se faire une place au soleil face à l'Espagne qui fournit près de la moitié de la demande mondiale. L'huile d'olive est en vogue et comme tous les produits à la mode, elle est souvent copiée au détriment de la qualité. C'est à suivre dans votre doc de dimanche prochain. Très bonne semaine sur France 5. Tout de suite,